ceux qui ne sont pas là pourront participer quand même et on va y aller. Alors, dernière chose aussi avant que je commence, j'ai la plupart des dossiers d'inscription. Bon, je sais très bien que les virements, des fois, ça peut prendre un peu de temps en fonction des banques, donc ça, il n'y a pas de souci, mais je veux absolument avoir tous les dossiers, les fiches d'inscription sur mon mail. Donc, ceux qui manquent, il doit en manquer quelques-uns encore. Bougez-vous, je ne veux pas vous courir après. Ça fait partie de l'administratif que je déteste faire. C'est pas c'est pas mon truc de faire ça, mais voilà, je vous le dis, soyez compréhensifs et envoyez-moi de manière très rapide. Je vous dis, c'est avant jeudi soir, dernier délai. Ok, passons aux choses sérieuses. Alors, aujourd'hui, ce que je devais voir avec vous, c'est le chapitre 3 et le chapitre 4. Alors, excusez-moi, chapitre 2 et chapitre 3. Alors, je vais faire pas un récapitulatif parce que ça serait un peu trop long, mais ce que je vous avais dit de faire aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est d'essayer d'apprendre le maximum de choses sur les molécules d'adhérence. Je vais faire juste une mini introduction sur ça. Je vais vous montrer je ne sais pas s'il est là, mais je vais vous montrer un schéma que j'aime bien faire, que j'aime bien commenter. Je vais voir s'il y est. Mais c'est quelque chose qui est dans votre bouquin. Voilà, c'est celui-là. Alors, ce schéma-là, il me semble que je l'avais commenté à demi-mot, mais même si il n'est pas primordial dans le fait que ça va tomber, mais il est important dans la compréhension des choses. Il faut donc que vous compreniez qu'une cellule, ça bouge. Une cellule, c'est pas statique. Des dents, ça bouge. Okay, pour ceux qui feront dentaire l'année prochaine, vous verrez que tout système qui est dans votre corps a tendance à bouger. Ça, c'est la nature des choses. Maintenant, il y a des moyens pour éviter qu'il y ait un trop gros mouvement. Par exemple, des cellules normales, elles naissent comme ça, c'est-à-dire bien comme il faut, nickel à côté, bien espacé, avec un petit inhibition de contact ici pour pas que ça soit trop. Lorsqu'il y a des cancers, par exemple, eh ben, la définition d'un cancer, d'une tumeur, c'est une multiplication anarchique de cellules. C'est-à-dire qu'au lieu de naître bien comme il faut, d'avoir un bon espace entre les deux, c'est qu'ils vont pousser vraiment n'importe comment. Il y a un exemple de ça, non pas ici, juste après dans les cellules qui sont remplies de cadérine, vous allez voir de suite. Voilà, ici, vous voyez, ici, dans les cellules cancéreuses, c'est quelque chose a priori que vous êtes censé avoir peut-être vu, mais juste dans l'idée, eh ben, il y a ça c'est normal, et il y a une multiplication un peu anarchique des cellules où c'est vraiment le why, et justement parce que lorsque, par exemple, ici, la cadérine ne marche pas, il n'y a plus d'inhibition de contact, c'est-à-dire que les cellules vraiment se joignent et c'est vraiment, vraiment ce qu'on appelle quelque chose d'anarchique. Donc, ça, c'est dans des cellules tumorales. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les métastases? Vous avez sûrement entendu parler des métastases. Et bien, les métastases, c'est quand le cancer, les cellules cancéreuses qui étaient localisées dans un organe, eh ben, elles vont se balader dans tout le corps. Et pourquoi elles vont se balader dans tout le corps? Parce que ici, le contact n'y sera plus. Okay, et dans la métastase, justement, l'objectif, c'est que ces cellules-là, lorsqu'elles sont plus en contact, elles vont se détacher. Ça, je veux que ça soit assez clair pour vous, parce que c'est quelque chose de très important dans l'aspect général des choses. Et ici, c'est pas c'est pas tellement ce problème-là qu'on va essayer de résoudre, mais c'est plus sur la forme de la cellule. On avait vu dans ce schéma ici que il y a ce qu'on appelle un phénomène qui s'appelle la transduction mécanochimique, qu'on avait bien discuté bien la dernière fois. Et dans cette transduction mécanochimique, en fait, c'est quoi le principe? C'est que j'ai un contact avec l'extérieur,
Donc ici, une CAM, donc cellule-cellule. SAM, c'est cellule matrice extracellulaire. Donc j'ai un contact avec l'extérieur, et ce contact avec l'extérieur va permettre de diffuser des messages à l'intérieur. Ça, c'est la définition stricto sensu de la transduction mécanochimique. Et ces signaux, ils peuvent être multiples. On va prendre un exemple. Par exemple, on va activer le cytosquelette, c'est-à-dire que pour qu'une cellule soit carrée, ronde, rectangulaire, etc., il faut qu'elle soit activée dans ce sens-là. Et lorsqu'une SAM ou une CAM va avoir un contact avec l'extérieur, elle peut transmettre un signal à l'intérieur de la cellule pour dire, voilà, cytosquelette, active-toi pour que la cellule, ici, dans ce cas-là, soit ronde. Et dans ce cas-là précis, soit cylindrique. Ok, c'est la cellule épithéliale, donc cellule épithéliale qui forme l'épithélium, qui forme la peau. Ok, donc ça, c'est la normalité. C'est-à-dire, j'ai un contact ici avec l'extérieur. Donc là, vous faites un zoom, vous avez les CAM et les SAM ici. Les CAM surtout, puisque c'est cellule-cellule. Elles vont diffuser un message à l'intérieur. Mais imaginez-vous, et maintenant que je sais que vous connaissez parfaitement les CAM et les molécules d'adhérence et leur capacité à adhérer avec le calcium, imaginez-vous, on enlève le calcium. Ok, là c'est un jeu que l'on fait. Ici, on va mettre ça dans un tube et on va enlever le calcium. Si vous enlevez le calcium, l'adhérence, elle va être beaucoup moins bonne. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va mettre des chélateurs de calcium, des inhibiteurs de calcium. Donc, ça va accentuer ce fait-là. Et on va rajouter des protéases qui vont couper ici, qui vont couper les liens. Ok, ici, les protéases qui coupent les protéines. Donc, vous faites ça, vous perdez vous perdez le fait que les cellules, comme j'ai dit au début, elles vont bouger, elles vont plus du tout être adaptées à rester en contact. Et donc, si elles ne sont plus en contact, elles ne vont plus faire passer les messages à l'intérieur de la cellule. Ça serait impossible. Et donc, le message qui disait toi, tu restes cylindrique, il va disparaître. C'est pour ça que les cellules deviennent rondes. Enfin, en tout cas, ici, plus ou moins arrondies, ça veut dire qu'en gros, elles n'ont plus de forme et elles sont livrées à elles-mêmes. Ça, c'est quelque part, c'est aussi une des causes de la métastase, parce que les cellules, après, elles vont partir dans tous les sens et elles vont faire en sorte d'aller dans un autre organe. Donc voilà, ça c'est l'importance vraiment de ces molécules d'adhérence qui ne sont pas justement juste pour les rapprocher les cellules, mais encore une fois, le rapprochement des cellules fait en sorte que la cellule ait sa propre fonction, ici dans sa propre forme, et il y aura beaucoup plus d'impact que ce que vous pensez. D'accord? Ok. Donc ça, c'était en fait pour résumer et l'importance en tout cas de cette molécule d'adhérence. Et on avait dit qu'il y en avait 4. Il y avait les immunoglobulines. Les immunoglobulines, elles ont cette forme-là, elles font partie d'une superfamille. Si vous avez bien retenu le cours, alors encore une fois, je fais aussi une parenthèse, mon cours, il n'est pas là pour que vous écoutiez les mains, je ne sais pas, je ne vous vois pas tous, mais l'objectif, c'est aussi d'écrire, de prendre des notes, même si je vous donne le maximum de résumés que je peux et c'est enregistré, mais le maximum de notes que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que là, ici, j'avais dit la dernière fois que c'était une superfamille, la superfamille des immunoglobulines, et on avait trouvé une autre superfamille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était les CMH. Okay, les CMH de type 1 surtout, et vous verrez plus tard les CMH de type 2, qui sont des présentateurs d'antigènes, eux, ils font partie de la même superfamille. Et c'est quoi la caractéristique? C'est cette boucle. Ok, cette boucle avec un pont disulfure à l'intérieur. Ok, je rappelle que le pont disulfure, qui c'est qui le fait? Alors le problème, c'est que vous êtes nombreux, je ne vais pas vous faire participer tous, mais bon, je répète que les ponts disulfures, c'est les protéines chaperon qui s'appellent PDI, qui forment ces ponts disulfures. Et donc, finalement, on a cette forme caractéristique qui est la CAMIG. Et on avait dit juste la particularité de la CAMIG, c'est qu'elle peut avoir une adhérence calcium indépendante. Et ça, c'était très important pour moi que vous le sachiez, c'est que lorsqu'elle est au contact de la matrice extracellulaire et lorsqu'elle est au contact avec une autre CAMIG, donc deux CAMIG entre elles et la CAMIG avec la matrice extracellulaire, c'est calcium indépendant. Tout le reste, toutes les autres CAM, et ici dans ce cas-là, lorsque l'intégrine va se fixer à l'intégrine, c'est toujours calcium dépendant. Donc le calcium ici, il est important
puisqu'il y a une partie qui est calcium dépendant. Mais, lorsque la camigée se met avec la matrice extracellulaire ou une autre camigée, à ce moment-là, c'est calcium indépendant. Ça, c'était la seule finesse qu'il fallait savoir. Très important aussi, ADAM et MMP, qu'on va voir, ce sont des protéases qui vont s'occuper de la matrice extracellulaire. Donc, tout ce qui est partie matrice extracellulaire, c'est ADAM et MMP qui vont s'en occuper, qui vont couper ces parties-là. Ça ne veut pas dire que elles, juste c'est une finesse ça aussi, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément extracellulaires. Elles peuvent être aussi membranaires, mais elles vont s'occuper de couper toute la partie extracellulaire des cellules, des protéines. Donc, ça, c'était l'intégrine, l'immunoglobuline. Ici, la cadérine. Alors, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas hyper importantes, donc ne vous prenez pas la tête sur tout ça, on va le revoir. Mais, alors ça, on va le revoir dessus. Donc, il y avait la deuxième, les cadérines, okay, qui ont, j'ai vu la forme, voilà, qui ont cette forme-là. Non, je l'ai vu juste avant. Voilà. Qui ont cette forme-là. C'est ce qu'on appelle la cadérine, okay, qui a le petit truc un peu sur le côté. Elle, c'est tout calcium dépendant. Et enfin, donc, troisième chose, la sélectine, okay, que vous aurez dû bien apprendre parfaitement. Donc, la sélectine, elle est un peu particulière parce qu'elle a comme fonctionnement de dormir dans la cellule, en fait. C'est-à-dire que pour être activée, les autres sont directement actifs dans la cellule, sur la membrane plasmique. Elle a besoin d'avoir un signal pour être activée. Donc, elle dort dans la cellule, si vous voulez. Et lorsqu'elle a un signal, eh ben, elle sort par exocytose. Donc, elle sort classiquement par exocytose dans la membrane plasmique. Donc, elle est un peu particulière puisqu'elle a vraiment besoin d'un signal par rapport aux autres. Et enfin, intégrine. Elle, c'est aussi calcium dépendant. Elle a deux sous-unités. Faites attention, elle n'a pas deux domaines transmembranaires. Hein. C'est important ça. Elle a deux sous-unités. Donc calcium dépendant. Et elle aussi, ça peut être soit une CAM, soit une SAM. Ok, soit une CAM, soit une SAM. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois adhérer à la matrice extracellulaire et à ADAM, par exemple, qui sont à l'extérieur, mais elle peut aussi adhérer à la camigée ou à d'autres cadérines. Et là, elle fait partie des CAM. Donc, elle s'appellera CAM. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait que vous voyiez la dernière fois. Et juste, dernière chose, ça, c'est très important. Il y en a qui n'ont pas tellement compris ça. En fait, l'intégrine, lorsqu'elle va se fixer à la matrice extracellulaire, elle ne va pas se fixer n'importe où. Elle va se fixer à une protéine qui s'appelle la fibronectine, qu'on va revoir dans le chapitre 3. Et en fait, cette fibronectine, elle a en elle-même un segment particulier qui s'appelle RGDS. RGDS, c'est des noms d'acides aminés. Donc, en gros, l'intégrine, elle va se fixer à cette partie-là de la fibronectine. Donc, étant toujours calcium dépendant, puisqu'encore une fois, je répète, à part l'immunoglobuline que dans un certain cas, c'est tout calcium dépendant. Donc ici, voilà, c'était juste pour vous dire ça. On m'a posé une question tout à l'heure sur le domaine disintégrine des métalloprotéases. En gros, l'intégrine, ici, elle peut être clivée par ADAMMP, c'est-à-dire qu'elle peut classiquement se faire détruire par ces deux protéines. Mais elle a un moyen de se défendre, l'intégrine, c'est de se fixer sur ADAM, sur un domaine particulier de ADAM. Donc si elle se fixe au domaine, ce qu'on appelle disintégrine de ADAM, alors ADAM ne pourra pas la cliver. C'est comme si quelqu'un veut vous frapper avec un bâton, ben vous allez, avant qu'il vous frappe, quand il a le truc levé, vous lui prenez le bâton directement. C'est-à-dire vous calquez sur le bâton et ben il ne peut plus vous frapper. Donc ça, c'est voilà, c'est pour répondre à la question de Aaron, me semble, qui m'avait posé ça en message. Là aussi, encore, hein, je ne reçois pas assez de messages par rapport au cours. Voilà, n'hésitez pas à me demander. Donc ici, vous voyez que si ça se fixe au domaine des intégrines, il n'y a pas de clivage. Voilà, ça, c'était ma petite introduction. Mais bon, encore une fois, si vous ne maîtrisez pas tout ce que j'ai dit, si ce n'est pas clair, il faut le revoir, le revoir, le revoir. Au bout de la 5e fois, ça va être clair. OK. Maintenant, on va parler de choses assez philosophiques. Non, je plaisante. On va parler de choses très concrètes. Alors, je ne vous en ai pas parlé depuis le début de l'année.
pas parce que je ne veux pas, c'est que c'est un peu barbant. Donc, il y a un moyen de vous décourager, c'est de vous faire ça. Euh, mais maintenant, avec l'expérience qui est la vôtre, ce que j'estime être assez importante, vous êtes censé maintenant pouvoir aborder ces notions-là avec un peu plus de sérénité. Alors, c'est très simple, les jonctions. C'est très simple, mais il faut être très clair. Il faut avoir les idées très claires. Il faut se faire des schémas. Je vous ferai passer une fiche sur les jonctions. Je ne vous l'ai pas encore fait passer parce qu'on n'y était pas. Mais je vais vous faire passer une fiche sur les jonctions. Mais c'est-à-dire que dans les jonctions, c'est pour ça que je vous mets ce premier schéma. Parce que dans les jonctions, il faut être très organisé de savoir première jonction, deuxième jonction, troisième jonction, quatrième jonction, etc. Et ça, c'est très important. Et c'est quoi ces jonctions? Ce qu'on appelle jonction, ben, comme son nom l'indique, c'est pour faire une jonction, pour joindre deux bouts. Ça, c'est la définition d'une jonction. Et en fait, ici, dans le cas d'une cellule, ça sert à joindre deux cellules. Et ce qu'on appelle jonction, c'est quand on va avoir deux cellules ici, une là, et on va faire un zoom. On va faire un micro-zoom sur cette zone-là, et on va constater qu'est-ce qui se passe. Et en fait, dans ces jonctions-là, ben, vous allez voir qu'il y a, et là on le voit bien dans ce schéma, donc là on a fait un grossissement, là ici, donc on a deux cellules épithéliales, une à gauche, une à droite, et en fait et ça c'est le haut de la cellule, et vous allez avoir différents, alors maintenant, oubliez le mot jonction, même s'il est important, retenez maintenant presque on appelle ça des espaces. Okay, ces espaces sont très importants dans l'idée parce qu'on les classe, ces espaces. On les classe en fonction de leur localisation. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires. Où on est, ça, c'est très important. Je vais vous donner on va la voir, hein, mais je vais vous donner la jonction serrée, ben, elle est au pôle en haut, ce qu'on appelle le pôle apical. Alors, retenez maintenant, dès à présent, il y a la cellule, quand on dit qu'elle est polarisée, c'est qu'elle a différents pôles. Elle a un pôle apical en haut, donc tout ça, c'est le pôle apical. Elle a le pôle basolatéral, donc tout ce qui est ici, tout ce qui est en dessous le pôle apical, et le pôle basal qui est ici. Okay, donc, à chaque fois que vous allez savoir mais qu'est-ce que c'est cette jonction, eh ben, d'abord, la première question, c'est où elle est située. Okay, ça, c'est la première étape pour classer une jonction. Deuxième étape, c'est la forme de la jonction. Donc, ici, on le voit un peu en perspective. C'est difficile de comprendre ce genre de schéma, mais en gros, vous voyez qu'il y a des jonctions qui sont en forme arrondie. Okay, et il y a des jonctions qui sont en bande continue tout autour de la cellule. Okay, donc, en gros, il y a des cellules, il y a des jonctions qui font le lien entre deux cellules à travers une forme ronde, et il y en a qui font tout le tour de la cellule et qui sont, okay, vous imaginez une cellule 3D, et ben, il y en a qui font ce qu'on appelle une bande continue. Okay, donc ça, on va voir un peu les noms, c'est des noms un peu barbares, mais en gros, ça, c'est la deuxième manière de classer une jonction. Est-ce que la jonction, elle est en type, on va appeler ça macula, vous allez voir, en type ronde, ou en type zonula, c'est-à-dire qu'elle fait le tour de la cellule. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, notez bien tout ça. Juste dans la méthodologie, il faut que vous soyez assez clair. Et troisième, enfin, je l'ai dit en troisième, et ça peut être dans les premiers, mais troisième manière de classer une jonction, c'est dans l'espace intercellulaire. Donc, je répète, l'espace intercellulaire. Donc, c'est quoi l'espace intercellulaire? C'est l'espace qu'il y a entre deux cellules. Et donc, en gros, il y a des espaces larges et des espaces moins larges. Okay, donc, ici, on va prendre un exemple. Dans la jonction serrée, on va dire que c'est un espace étroit, alors que la jonction intermédiaire et desmosome, qu'on va prendre, c'est des jonctions vraiment larges. Donc ça c'est aussi très important aussi d'avoir les idées claires. Donc je répète, la position de la jonction, sa forme et l'espace, est-ce qu'il est large ou moins large? Et le fait que la largesse de la jonction va être très important pour nous et vous allez le comprendre pourquoi. Et après, quand vous savez tout ça, quand vous savez les classer comme ça, c'est très facile. Il faudra savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque jonction. Okay,
Donc ça, c'est les schémas qui vont nous montrer. Donc là, il y a des protéines que là, il n'y a pas, que là, il n'y a pas non plus. Et ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, par quel type de jonction, par quel type, excusez-moi, par quel type de cytosquelette est reliée la jonction au reste de la cellule. Vous voyez ici ces petits fils qui partent. Ces petits fils, c'est les cytosquelettes. Okay, c'est les cytosquelettes qui vont relier la cellule à la jonction. Okay, vous les voyez ici, c'est très clair. Et ça va permettre à la jonction d'être maintenue, si vous voulez, okay, pour parler vulgairement. D'accord? Donc ça, c'est très important de bien faire la différence, de bien comprendre tous ces éléments-là. Quand vous savez ces éléments-là, okay, quand vous répétez ça à chaque fois, après, c'est que il faut le savoir en gros, dans la jonction à ça, dans la jonction intermédiaire à ça, dans le desmosome à ça, c'est telle forme, c'est telle localisation, etc. Donc ça, voilà, vraiment, je veux que ça soit assez clair. Je pense que je pense avoir bien exprimé ce que je voulais dire. Donc très important aussi donc les différents pôles de la cellule, apicale, basolatérale et basale. Et ça, on va le retrouver dans le chapitre 3. Donc là, vous allez voir un peu le résumé de ce que j'ai dit. Alors, faites attention, on va le voir tout à l'heure aussi. Il y a une différence entre ici, alors comprenez bien, ici on est au niveau donc d'une cellule. Okay, ici on est au niveau d'une cellule. Là, il y a la matrice extracellulaire qui est en dessous. Et là, il y a ce qu'on appelle une limbe basale, qu'on va voir aussi dans le chapitre 3, qui est un intermédiaire, qui fait partie de la matrice extracellulaire, mais qui est un intermédiaire entre la cellule et la matrice extracellulaire. Donc, en gros, retenez, et ça c'est très important, que ici, ce domaine-là en bas, le domaine au niveau de la matrice extracellulaire, c'est égal au milieu intérieur. Okay, le milieu intérieur, c'est ce truc-là. Et donc, c'est quoi le milieu intérieur? Égal, c'est la circulation sanguine, en fait. Donc, en gros, les nourritures vont arriver par la circulation sanguine. Pareil, les nourritures vont sortir ici pour aller dans la circulation sanguine. Mais la circulation sanguine qui est égale au milieu intérieur se trouve ici. On aura un schéma qui va nous l'expliquer. Et le milieu extérieur, attention, c'est pas la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est ici, est en dessous. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le milieu extérieur. C'est au-dessus, c'est au-dessus du pôle apical. Juste ça, c'est en termes de vocabulaire, il faut que ce soit clair. Quand je dirais milieu extérieur, ce n'est pas la matrice extracellulaire. Milieu extérieur, c'est l'extérieur de la cellule, c'est au-delà de la cellule. On ne l'étudie pas en biocé pour tout vous dire. Et le milieu intérieur, c'est ce qu'on étudie en biocé, c'est tout ce qui est circulation sanguine. Ok, je pense avoir tout dit sur ça. Maintenant, il faut toujours avoir ce schéma en tête. Alors, ouais, je reviens juste, après je ne vous embête pas. Il faut toujours avoir ce schéma en tête parce que ce schéma, pour moi, il est hyper important parce qu'il classe les jonctions. Okay, c'est-à-dire, en gros, là, vous le voyez, et c'est bien fait. En premier lieu, et on va chaque fois descendre, en premier lieu, on va parler de la jonction serrée. Et au fur et à mesure, on va descendre. Il y a 1, 2, 3, et vous allez avoir une quatrième et une cinquième. Il y a 5 jonctions à connaître. Okay, il y a 5 jonctions avec les caractéristiques. La jonction serrée, c'est la plus importante. Et après, les autres, quand je dis importante dans les notions, il y a plus de choses à savoir dans la jonction serrée. Donc, on va commencer par la jonction serrée. Alors, donc ça, c'est tout ce que vous deviez apprendre. Les jonctions. Les jonctions. Alors, comme je dis, il y a la morphologie de la jonction. Donc, on va commencer. Je ne vais pas vous faire comme ça. Ça, vous le verrez tout seul. Voilà. Comme je vous ai dit, premièrement, on va parler de la jonction serrée. Jonction serrée, on appelle aussi la jonction, elle est ici, je vais voir, voilà, jonction serrée, qu'on appelle aussi la jonction zonula occludens. Donc la jonction serrée, elle s'appelle aussi zonula occludens. En gros, zonula parce qu'elle fait le tour de la cellule, et occludens, ben, c'est son nom. Donc il y a zonula occludens. Okay, donc en gros, elle est au pôle apical et elle fait le tour de la cellule. Okay, c'est une bande complète. Voilà. Ça, c'est la jonction serrée. On va faire un agrandissement sur cette jonction serrée. Donc là, vous imaginez les 2 cellules épithéliales à côté. On va aller en haut. On va faire un zoom, on zoom. On va aller au pôle apical et on va voir cette jonction. Et là, vous voyez bien la différence entre
jonction étroite et jonction large. Ok. Bien évidemment, les jonctions, c'est quelque chose qui est difficile à imaginer parce que c'est vraiment du petit, du petit. Mais voilà, il faudra le faire plusieurs fois pour que ça rentre. Donc là, aujourd'hui, on va juste s'occuper de la jonction serrée. Alors, vous pouvez noter, je sais que c'est un peu barbant, mais vous avez noté quelques trucs. Donc, jonction serrée, c'est ce qu'on appelle zonula occludens, premièrement. C'est une jonction donc étroite. Okay, donc, ça fait partie des jonctions étroites et présentes au pôle apical. Donc, zonula occludens, jonction étroite au pôle apical. Ça, c'était les trois choses classifiantes. Quatrième chose, on avait dit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a deux protéines principales à l'intérieur qui s'appellent occludine et claudine. Ok, donc occludine et claudine. Occludine et claudine, ce sont deux protéines, et vous le voyez ici bien comme il faut, à 4 domaines transmembranaires. Donc, elles traversent 4 fois la membrane. Donc, on va commencer par le N-terminal. N, un domaine, deux domaines, trois domaines, quatre domaines. Ok? Donc, les claudines et occludines sont deux protéines qui sont donc qui font partie de la membrane plasmique et donc qui ont 4 domaines transmembranaires. Ces claudines et occludines sont dites calcium indépendants. Ça, c'est très important. Elles ont ici des boucles très courtes qui leur assurent donc une adhérence sans nécessité de calcium. Donc, il n'y a pas de calcium ici. D'accord? Alors, je vais vous faire un peu participer pour ceux qui sont chauds. Enfin, je ne pense pas qu'il faut être très chaud pour répondre à cette question, mais bon, au moins, il faut avoir un peu suivi. Je vais vous poser une question. Cette claudine, on va dire que c'est une des deux, claudine ou occludine. 4 domaines transmembranaires. Je vous pose une question. Cette claudine, QCM, est passée euh, par le flux vectoriel membranaire et permanent. Je veux que quelqu'un me dise vrai ou faux. Alors, je répète, cette claudine ou occludine, ok. Moi, je dirais vrai. Alors, toi, tu dirais vrai. Pourquoi? Ouais, parce qu'elle est transmembranaire, donc elle Et passe. voilà. Alors, je comprends même pas comment vous hésitez. Je comprends même pas comment il y a eu un temps de 15 secondes, vous hésitez. Évidemment, bravo Zéev, toute protéine qui appartient à la membrane plasmique, elle appartient forcément au système endomembranaire. C'est la base de la base de la base. Et encore une fois, je répète ça, ceux qui ne comprennent pas ça, vous m'appelez, je vous fais un audio, je vous réexplique cette notion-là, c'est très, très important. Ok? Donc ici, vous avez la protéine en question, ok, qui est ici, qui appartient au système endomembranaire parce qu'elle est dans la membrane plasmique. Donc forcément, elle est passée par le RE, forcément par le Golgi, et donc elle a pris le flux vectoriel membranaire et permanent. Okay, je pourrais dire aussi qu'elle a été synthétisée par des ribosomes associés au RE et qu'elle a rencontré un SRP. Okay, vous vous rappelez, le SRP, c'est celui qui reconnaît le peptide signal. Okay, donc ça, vous devez tout savoir. Il faut que vous arriviez à faire le lien entre toutes ces choses-là. Donc ici, c'est un chemin aucun rapport avec ça, mais c'est ce genre de questions qui tombent. Ok. Occludine, Claudine, ça fait partie de ça. Dans la jonction serrée, vous remarquez aussi une camigée. Ici, vous avez dans la jonction étroite deux camigées qui font face. Alors là, pareil, si je vous pose une question, est-ce que l'adhérence qui est ici est une adhérence calcium dépendante? Non, indépendante. Voilà, indépendante, puisqu'il y a deux camigées entre elles, et c'est donc la calcium indépendance. Ok. Par contre, ici, si on avait une camigée ici avec ici une cadérine, par exemple, là, ça serait calcium dépendant. D'accord? C'est que quand il y a deux camigées entre elles où c'est calcium indépendant. Donc ça, c'est la jonction serrée. Donc on va revenir sur ce schéma, on va y revenir de suite, mais on va avancer sur la jonction serrée parce qu'on en parle de manière assez récurrente dans la chapitre 2. Et la jonction serrée, vous pouvez noter, la membrane plasmique de la jonction serrée est un radolipidique. Donc je répète, la membrane plasmique
de la jonction serrée est un radolipidique. Donc là aussi, hein, pareil, hein, les réflexes doivent venir. Radolipidique, on avait dit que c'était riche, donc c'était une zone de la membrane plasmique riche en cavéoline, riche en hénosynthase, riche en protéines G hétérotrimériques et riche en ce qu'on avait dit la dernière fois en récepteurs IP3. Ok, vous vous souvenez, ça c'était dans un des derniers schémas du chapitre 4. On voyait bien au niveau du radolipidique tout ça. Donc ça aussi, le radolipidique, je rajoute une nouvelle notion en radolipidique, c'est qu'il est en rapport avec une jonction serrée. C'est-à-dire ici, quand vous faites un grossissement, la membrane plasmique est ici, eh ben, c'est un radolipidique, riche en cavéoline. Okay, maintenant, le schéma il est en perspective. Laissez tomber, juste retenez ça. Donc, ok, donc là, c'est tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Notez aussi, donc j'ai dit qu'il était au pôle apical. Et en gros, la jonction serrée, c'est la frontière entre le pôle apical et basolatéral. Okay, ça veut dire quoi que c'est une frontière? C'est qu'elle permet, et là c'est très important, une étanchéité relative. C'est-à-dire que ici, elle va laisser plus ou moins passer les choses. Ok, et en gros, les liquides, etc. Et il y avait juste que vous compreniez bien, que vous l'appliquiez bien, il y avait un exercice, okay, puisqu'il y a aussi la partie exercice dont on reviendra, mais il y avait un exercice ici où on parlait de la jonction serrée. Et dans la jonction serrée, on disait, ici, on a la claudine qui a muté. Okay, donc, si la claudine, puisque c'est la claudine et pas l'occludine, juste, voilà, j'ai oublié de le dire, c'est la claudine qui joue un rôle dans l'étanchéité. S'il y a un problème de claudine, ben, l'étanchéité, elle se fait moins. Et dans ce patient-là qui avait un problème de claudine, eh ben, il avait des diarrhées. Okay, c'était l'expérience, je me souviens. Et on voyait, c'était un peu l'expérience de comprendre pourquoi il y avait des symptômes de diarrhée. Ben justement, parce que la claudine, qui normalement est une frontière imperméable ou très très relative, eh ben, vu qu'elle était mutée, elle laissait passer les liquides, et ben, le patient il était malade de ça. Okay, donc ça, retenez bien l'étanchéité relative de ça. Voilà, donc le transport, donc juste dans les mots, ça c'est le transport transcellulaire, okay, entre la cellule, dans la cellule, et le transport paracellulaire, c'est le transport entre les deux cellules. Okay, voilà, et en gros, voilà, ça c'était le schéma qui vous montrait la possibilité de la jonction serrée de contrôler ce flux-là. Donc voilà, ça, il n'y a pas besoin d'apprendre, c'est pas très important. Donc voilà, ça, c'est ce qu'il fallait savoir sur la jonction serrée. On y reviendra tranquillement. On va parler d'une autre jonction qu'on n'a pas vue dans le premier schéma parce qu'il est plus en dessous. C'est la jonction communicante, qu'on appelle aussi la jonction gap. Okay, donc, je répète, jonction serrée au pôle apical, jonction communicante. Jonction communicante, elle est au pôle basolatéral, premier élément. Donc ça, encore une fois, on les classe comme ça, pôle basolatéral. Jonction communicante, elle est en forme de rond, de macula. Okay, elle est en forme arrondie. Ce n'est pas une zonula, c'est une macula. Ici, on va la voir ici. Ça aussi, c'est très important, au moins de classer les jonctions comme ça. Jonction gap, ici, forme macula. Ok. Donc, pôle basolatéral, forme macula. Jonction étroite, puisque ici, vous voyez que ici, la jonction communicante est ici. Donc, ici, c'est juste un exemple de jonction serrée, donc de jonction étroite. Donc, tout à l'heure, on a dit jonction serrée, mais ça peut être aussi la jonction communicante. Et dernière chose à savoir, c'est qu'il y a une protéine spécifique de la jonction communicante à l'intérieur. C'est la protéine qui s'appelle connexine. Okay, ben, ça vous fait penser aux connexons. Qui est à la connexion entre deux cellules. Okay, retenez comme ça, la jonction communicante a une connexine qui, elle, a aussi, qui est aussi une protéine à 4 domaines transmembranaires. Okay, donc la connexine n'est pas dans la jonction serrée, faites attention. La connexine est dans la jonction communicante, dans l'espace intercellulaire serré. D'accord? Donc pareil, la connexine a 4 domaines transmembranaires. Par contre, elle, la connexine, est calcium dépendant. Ça aussi, c'est une finesse aussi. Donc claudine, calcium indépendant. Connexine, calcium dépendant. Donc on va voir
la jonction gap communicante, qui est type macula. Vous voyez qu'elle est située ici. Vous la voyez en dessous, là? Donc, la jonction serrée, elle est ici. Et la jonction gap, elle est en dessous. Okay, donc là aussi, on fait un grossissement ici. Et on a la forme de la jonction qui est en mode rond. Okay, et notez que un connexon, ça c'est un connexon, il est fait de 6 connexines. Donc un connexon est fait de 6 connexines, vous le voyez ici. Et en fait, le connexon, c'est la sous-unité, l'unité de la jonction gap. Okay, donc finalement, les connexines sont en hexamère, okay, pour ceux qui savent parler latin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, alors je ne sais pas si on le voit parce que moi il y a mon écran ici, il me fait chier. Voilà, connexon calcium dépendant, ok, contrairement à tout à l'heure. Alors, faites attention. Alors, ça fait partie des pièges. Enfin, pas des pièges, c'est des ambiguïtés que vous allez voir un peu en biocé. Je vais vous montrer. Je suis monté trop haut. Voilà. Voilà. Ah non, 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 c'est pas ce schéma-là que je vais vous montrer. Juste en dessous. Vous voyez ici, ça c'est la jonction étroite. Ça c'est la jonction large. Mais vous voyez qu'il y a une, si vous voulez, il y a une zone ici qui est un peu intermédiaire. Bon. Pour moi, les cames cadérines ne sont pas dans la jonction étroite. On le voit dans le schéma. La came cadérine est en périphérie de la jonction. Ça c'est juste. Mais souvent dans vos cours, ils vont vous dire que dans la jonction serrée ou dans la jonction communicante, on a ces cames cadérines. Mais c'est un peu faux de dire qu'elle est dans la jonction. Elle est en périphérie de la jonction, mais pas dans la jonction. Donc, j'espère que ça ne peut pas tomber comme ça, c'est un peu vache. Mais vous voyez ici que dans la jonction communicante, on dit qu'il y a des cames IG. Alors, cam IG, oui, on en a vu, mais des cadérines, malheureusement, pas dans la jonction en elle-même, en périphérie. Donc, si on vous pose une question, on vous dira toujours que c'est en périphérie de la jonction. Là, ça sera plus juste de dire ça. Donc, ça, c'est la jonction donc gap, qui en fait, elle, son but, c'est de faire communiquer deux cytosols entre eux. Ok, vous allez voir d'autres schémas. Le but, c'est de faire communiquer des cytosols entre eux avec des poids ici. Et là, c'est très important. Enfin, ce schéma, il tombe pas, hein, mais en gros, les protéines qui rentrent dans cette jonction ne doivent pas être plus grosses que 1000 Dalton. Alors, je ne sais pas si on a déjà parlé des poids moléculaires, un peu, il me semble. Le poids moléculaire dans une cellule, c'est pas le gramme, ok. C'est pas non plus le milligramme. C'est le Dalton. Okay, le Dalton, c'est une unité de mesure de la cellule. Et en fait, quand on est inférieur ou égal à 1000 Dalton ou 1 kg Dalton, on peut passer à travers la jonction. Donc, le calcium, ça fait moins que 1000 Dalton. L'ATP, ça fait moins que 1000 Dalton. L'IP3, ça fait moins que 1000 Dalton. Okay, ça peut passer comme il veut. Mais quand on est plus gros, 5000, 20 000, alors là, on peut pas du tout rentrer. Okay, donc ça aussi, c'est important aussi que vous compreniez ça au niveau de la jonction communicante. Très bien. On va revenir à notre schéma et on va maintenant. Donc là, on a fini les deux jonctions qui étaient avec espace intercellulaire étroit. Donc c'était jonction desmosome, jonction serrée et jonction communicante. Maintenant, on va descendre un peu et donc là on continue et on va dans les jonctions larges maintenant. Les jonctions larges, elles sont dites adhérence. Ok, ce sont des types adhérence. Ici. Les jonctions larges, il y en a trois types. Les desmosomes, les hémidesmosomes et les jonctions intermédiaires.
Les jonctions intermédiaires, on ne va pas en trop en parler, ok, mais en gros, vous allez juste le voir là, et je veux que ça, je crois que je vais trop loin. Je veux que ça, ce schéma, vraiment vous le maîtrisez bien, que ça soit clair pour vous dans votre tête, ici. Voilà. On est ici à jonction serrée, puis après jonction intermédiaire, puis après desmosome. Ok. Mais les deux, que ce soit intermédiaire et desmosome, vous voyez que c'est une jonction large. Ok. Jonction large, ici. Plutôt pôle basolatéral. Plutôt pôle basolatéral. Donc pour le moment, les mêmes. Vous voyez qu'ici, il y a ce qu'on appelle des plaques denses. Très important, c'est que ces jonctions larges ont toutes des plaques denses. C'est quoi des plaques denses? C'est des plaques denses aux électrons. Donc ici, les plaques denses ici sont riches en électrons. Mais à l'intérieur de ces jonctions, on a des CAMIG et des cadérines. Des CAMIG et des cadérines. Donc vous voyez ici que les jonctions intermédiaires et desmosome, elles se ressemblent beaucoup. La seule différence, et ça, c'est une des choses aussi qu'on a vu dans le classement des jonctions et qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure. C'est par quel type de cytosquelette la jonction est-elle reliée? Que ça soit jonction serrée ou jonction intermédiaire, elles ont le point commun d'être reliées au microfilament d'actine. Okay, notre premier cytosquelette que l'on connaît. Enfin, les desmosomes, elles sont reliées au reste de la cellule, non pas par un filament microfilament d'actine, mais par ce qu'on appelle un filament intermédiaire. Je vous rappelle que dans les cytosquelettes, il y en a 3 de type. Il y a microfilament d'actine, microtubule et filament intermédiaire. Ça, on les avait vus. Et en fait, microfilament d'actine et filament intermédiaire, elles vont être très présentes dans les jonctions, pas microtubules. On n'en verra pratiquement pas de microtubules dans les jonctions. Mais ici, vous voyez que c'est la différence, en tout cas, entre jonction intermédiaire et desmosome. C'est que desmosome, elle est reliée au filament intermédiaire, alors que jonction au filament intermédiaire, alors que la jonction intermédiaire, elle est reliée au microfilament d'actine. Okay, donc, retenez bien d'abord la jonction serrée, puis la jonction intermédiaire, puis après la jonction desmosome. Et en bas, ici, on ne l'a pas mis, mais c'est la jonction gap ou communicante. Okay, donc ça, c'est les deux jonctions larges. Donc, on va voir le schéma en question. Ici, quand vous avez votre schéma, ici, on va voir ici. Alors, ici, dans le classement des formes, desmosome, c'est en forme ronde. Alors que jonction intermédiaire, c'est en forme zonula, qui fait le tour. Vous voyez, c'est un peu embrouillant. Hein. Encore une fois, ce n'est pas du jour au lendemain où vous avez maîtrisé les jonctions. Mais voilà, au moins de la méthodologie, savoir quelle forme elles ont. Et donc, je vais vous donner une fiche qui va bien résumer tout ça. Ne vous inquiétez pas, qu'il faudra juste, à la limite, juste à apprendre. Mais voilà, dans tous les cas, ici, vous allez zonula occludens, c'était la jonction serrée. Zonula adhérens, c'est la jonction intermédiaire, okay, qui est ici, qui est une jonction large. Et desmosome, qui est aussi une jonction large, mais en forme ronde, macula. Okay, donc maintenant, après, dans les schémas, vous allez voir, c'est les seules choses qu'il faut savoir. Après, vous allez voir l'exemple ici. La connexion, on l'a vu. Donc ça, on a vu. Tout ça, on a vu. Voilà, ça, c'est la jonction desmosome. Alors, je ne sais pas ici. Voilà, jonction desmosome, forme arrondie, large, camigée, cadérine, ça, on l'a vu. Elle a une plaque dense où il y a les filaments intermédiaires. Ça, vous connaissez ça? C'est bon, hein, c'est nickel. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et à l'intérieur, on a des camigées, des cadérines qui sont bien évidemment toutes calcium dépendants. Sauf que ici, s'il y a 2 camigées entre elles, vous le savez, c'est calcium indépendant. Donc, quand vous voyez une jonction comme ça, qui est une jonction de desmosome, elle est à 3 niveaux. Premier niveau, ce qui est à l'intérieur. Deuxième niveau, les jonctions denses, ici. Et troisième niveau, le cytosquelette, ici, c'est le filament intermédiaire. D'accord? Voilà, c'est à savoir parfaitement. Et enfin, la dernière jonction, hémidesmosome. L'hémidesmosome, c'est le cousin de la desmosome, puisque la seule différence, c'est que l'hémidesmosome est au pôle basal, pas basolatéral, faites attention, pôle vraiment basal, donc ici.
Et l'hémidesmosome est riche en intégrine. Alors, vous voyez l'importance de connaître bien toutes ces cadérines, immunoglobulines, intégrines, etc. parce qu'elles font partie intégrante des jonctions. Donc, ici, quand on a desmosome, on pense tout de suite à camigé-cadérine. Quand on a hémidesmosome, on pense à intégrine. Okay, l'intégrine qui va être donc en dessous, en bas. Après, le reste, c'est la même chose. C'est la seule différence. Filament intermédiaire, les deux sont reliés au filament intermédiaire. Jonction large, macula, etc., etc., etc. Ok, donc basolatéral, c'est basal, excusez-moi, c'est hémidesmosome. Et membrane basolatérale, c'est desmosome. Ok. Voilà, ça c'est ok. Ça c'est quoi? Jonction. Ah oui, jonction intermédiaire. Donc c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. La seule différence, la jonction intermédiaire a une seule différence avec la jonction desmosome, c'est avec qui elle est reliée. La plaque, elle va relier à un microfilament d'actine, pas à un filament intermédiaire. Donc, que ça soit desmosome ou hémidesmosome, c'est filament intermédiaire. Et si c'est jonction intermédiaire, elle, ça va être microfilament d'actine. Voilà. Ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les jonctions. Donc, c'est pour ça, j'espère que maintenant vous comprenez bien pourquoi je ne vous l'ai pas fait dès le début, parce que j'en aurais perdu beaucoup sur la route. C'est barbant, mais avec bien organisé, bien classé, c'est hyper simple. Ok, je vais vous envoyer tout à l'heure sur le groupe vraiment une fiche. C'est génial. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il faut juste que vous soyez hyper et que vous fassiez une fiche où vous avez toutes les informations sur toutes les jonctions. Ok, donc ça, je répète, il y en a 5 jonctions à connaître. Jonction serrée en portant vers le haut, jonction intermédiaire, jonction desmosome, jonction gap et hémidesmosome. Donc, c'est pas compliqué. Les seules choses qu'il faut apprendre, c'est après l'intérieur de ces trucs-là. Donc, ça, on avait vu tout ça. Alors, pourquoi j'ai parlé de ça aussi? Parce que ça va me permettre, moi, de vous parler, de finir sur ça, de vous parler de la matrice extracellulaire, parce que la matrice extracellulaire est en rapport avec la polarité de la cellule. Et quand vous entendez polarité de la cellule, ça doit vous faire tilt dans votre tête. À polarité de la cellule, ça veut dire il y a pôle apical, pôle basolatéral, pôle basal. Donc ça va être relié directement aux jonctions. Et vous allez voir ce schéma qui est pour moi chaque année. Alors ne vous étonnez pas parce que chaque année je dis qu'il va tomber et chaque année il ne tombe pas. Mais un jour il va tomber, croyez-moi. Alors, le début de la matrice racellaire, pour ceux qui veulent apprendre, vous pouvez. C'est un peu barbant. Il n'y a pas vraiment rien, il n'y a pas vraiment tout à apprendre. Il y a 3 protéines à apprendre. Le reste, lisez-le pour votre connaissance générale, mais ne vous prenez pas la tête à apprendre tout par cœur. Hein. C'est pas très important. Mais il y a les 3 protéines qui sont à apprendre. Juste, vous pouvez le noter dans la. Alors, je vais vous faire donc noter. Je vais vous faire noter exactement les 3-4 protéines qu'il faut savoir dans la matrice extracellulaire et vous les retrouvez dans le schéma. Donc, il y en a 3. Le collagène. Le collagène, c'est la protéine dans la matrice extracellulaire la plus abondante. Donc, le collagène, c'est le plus abondant. Il y a le collagène de type 1, le classique, et le collagène de type 4. Ok. Troisième élément, troisième chose qu'il faut connaître, c'est la fibronectine. Ah, alors la fibronectine, vous la connaissez, elle. La fibronectine, elle est là. Je vais vous la montrer. La fibronectine, elle est là. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Là. Fibronectine, elle se lie à l'intégrine, vous vous souvenez? Elle a des liaisons RGDS qui se lient à l'intégrine. Il faut connaître sa forme. Elle a 2 ponts disulfure ici. Elle a une forme de V un peu ici. Elle a des liaisons au collagène ici. Donc ça, on le reverra, mais je ne vais rien vous apporter de fou ici. Mais il faut que vous arriviez à faire le lien avec l'intégrine surtout. Donc troisième, la fibronectine. Et donc là, je vous avais mis un schéma de rappel ici dans ce truc-là. Donc ça, il faudra le savoir. Les sucres, on s'en fout un peu. Bon, c'est pas le plus important au truc. Et très important aussi, alors je sais pas pourquoi elle n'est pas mise. Oui, elle est mise. C'est la laminine. Ok, la laminine.
la lamine qu'on va revoir dans le chapitre 3. Mais la lamine, donc, elle est en forme de croix. Alors, donc au milieu, elle a une liaison à l'intégrine. Elle a une liaison au collagène de type 4 qu'on a vu tout à l'heure et une liaison aux protéoglycanes qui sont les sucres de la matrice extracellulaire. Donc là aussi, il faut juste connaître ces 3 protéines-là ou 4 protéines en question et savoir leur liaison. C'est tout ce que je vous demande sur le chapitre 3. Et la chose la plus importante sur le chapitre 3 au niveau de ces protéines, c'est que c'est ça, ici. C'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la cellule, puis après, il y a la lame basale, et après, il y a la matrice extracellulaire. La lame basale fait en quelque sorte partie de la matrice extracellulaire, mais c'est une région spécialisée. Et en fait, vous pouvez le noter que le collagène de type 4 et l'aminine ne sont présents que dans la lame basale. Donc, je répète, le collagène de type 4 et la laminine ne sont présents que dans la lame basale. OK? Donc, n'allez jamais me mettre un collagène de type 4 dans la matrice extracellulaire, ça sera faux, ni une laminine. OK? Et ça, ce schéma-là, il vous le montre bien. Vous voyez ici, donc on a ce schéma, il est tombé il y a 2 ans. OK? C'est un schéma important, mais en gros, vous apprenez rien de plus que ce que je viens de vous dire à l'instant. C'est juste les protéines qui sont dans la membrane plasmique et qui sont en lien avec la matrice extracellulaire et la lame basale. OK? Donc ici, vous reconnaissez aux 2 sous-unités l'intégrine. OK? Vous reconnaissez ici les 2 sous-unités à l'intégrine. Et vous reconnaissez ici les liaisons que l'intégrine a à la laminine et à la fibronectine. Donc maintenant, vous venez d'apprendre quelque chose de très important, c'est que l'intégrine, elle peut se fixer à la fibronectine, ça c'est ce que vous saviez la dernière fois, et l'intégrine peut se fixer à la laminine. Donc la fibronectine, en gros, elle est partout la fibronectine. Ici, vous la voyez, elle est dans la lame basale, mais elle peut être aussi dans la matrice extracellulaire. La laminine, elle n'est présente que dans la lame basale. Okay, c'est la finesse dont je vous ai parlé. Et ça, le truc en réseau, là, le truc ici, que vous voyez ici, c'est le collagène de type 4, en noir foncé, qui lui aussi est présent que dans la lame basale. Okay, donc ça, on reverra ce schéma ensemble. Mais retenez juste le lien entre les différentes cellules, les différentes protéines, et le caractère exclusif de la laminine et du collagène de G4 à la lame basale, parce qu'il y a pas mal de questions sur ça. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est ce schéma qui est très important. Ce schéma avec un autre qui est très très important. Ce schéma, donc la figure 10, c'est un résumé d'abord de ce que je vous ai dit à l'instant sur les jonctions, et il rajoute des petites choses, ok? Mais je trouve qu'il est très intéressant. D'abord, il remet les choses en place. Le pôle apical en haut, le pôle basolatéral ici, et le pôle basal ici. Il remet en place sur le fait qu'il y a des formes de jonction. On a dit la jonction desmosome qui était ronde, jonction communicante qui était ronde, ok? Et ici, vous avez aussi au pôle apical la jonction serrée, hop, on les reconnaît. La jonction intermédiaire aussi, qui est ici, on appelle ça vraiment le pôle basolatéral, hein, en fait. Hein. Okay, tout ça à partir de la jonction serrée, c'est le pôle basolatéral. Jonction desmosome juste en dessous. Et ici, vous voyez la jonction desmosome qui est reliée au filament intermédiaire de cytokératine, qui est relié à l'hémidesmosome, hop et hop. Alors que les autres, que ce soit jonction serrée ou jonction intermédiaire, est relié au microfilament d'actine. D'accord? Jonction gap, c'était aussi prévisible, on l'avait vu. Ben, jonction gap, elle est reliée à aucun cytosquelette. Ça aussi, c'est un piège. Ne mettez jamais la jonction gap qui est reliée soit à lui, soit à lui. La jonction gap, vous voyez, elle est tranquille, elle est toute seule. Elle est en dessous de tout le monde, en fait, la jonction gap. Et là, maintenant, vous allez me dire, quelle est cette protéine qui est dans la jonction hémidesmosome? Comment elle s'appelle? Faites-moi rêver. L'intégrine? Très bien.
L'intégrine, d'abord, vous la reconnaissez des deux sous-unités, et c'est la protéine spécialisée, alors en tout cas référente, dans l'hémidesmosome. Donc ici, on aurait pu dessiner une cadérine, une camigée, on ne l'a pas fait par simplification. Mais en gros, voilà, ce schéma, il résume bien les choses et il y a des petites choses aussi importantes qu'on va voir. Donc ici, vous voyez bien, donc là, vous imaginez, hein, on a deux cellules épithéliales, une ici, une ici et une ici, ok, et une autre ici. On en a trois en fait. Une ici, une, deux, trois. Et donc là, vous voyez ici la lame basale. Vous voyez ici la matrice extracellulaire qui est ici, avec la circulation du sang. Ok? Aaron, tu peux éteindre ton micro. Merci. Ok? Donc ça, je veux que vous lisez bien tout ça. Je vais vous envoyer aussi, pareil, hein, une petite feuille, une fiche résumée, tous ces schémas qu'on aura vus. Mais ça, je veux vraiment que vous sachiez bien toutes ces choses-là, que ça soit clair dans votre tête. Moi, ce que je veux, c'est pas que vous sachiez tout par cœur, c'est que ça soit clair dans votre tête, que vous arrivez à faire, si je vous interroge dans une semaine, que vous arrivez à me prendre un papier, un stylo, que vous arrivez à faire toutes les jonctions, ce qu'il y a à l'intérieur, les formes, etc. C'est vraiment votre travail que vous devez avoir. Ça, on s'en fout, je suis désolé, vous n'avez pas à l'apprendre. Et ça, c'est le fameux schéma qui est tombé et qui retombera. Alors ça, c'est très, très important. Très, très, très important. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors pourquoi c'est très important? Parce qu'il reprend beaucoup de notions qu'on a déjà vues par ailleurs et auparavant. Alors, vous reconnaissez encore une fois, on a trois cellules. Une ici et une ici. D'accord? Bon. Il y a le milieu ici, intérieur, le sang, la matrice extracellulaire, la lame basale, et le milieu extérieur. D'accord? Et dans cette cellule-là, eh ben, vous avez vu, il y a beaucoup de flux. Il y a le flux classique que vous connaissez, l'exocytose. Ici, vous voyez que la vésicule qui contient toutes les protéines va faire une exocytose. Alors là, on peut vous poser des tonnes de questions. Je vais vous envoyer des questions sur ce schéma, hein, mais on peut vous poser des tonnes de questions. Alors ici, j'ai dit que c'est une exocytose, ça peut être aussi une endocytose. Bon, peu importe, hein, en gros, je ne sais pas dans quel sens ça va, hein, mais ici, ça a l'air d'être une exocytose. Ici, c'est une endocytose. Ici, par exemple, je vais vous poser des questions. Je peux vous dire ici, est-ce qu'on a une dynamine? C'est vrai. Est-ce que cette dynamine est GTP dépendante? C'est vrai. Est-ce qu'ici, on peut avoir un déshabillage? Oui, pourquoi pas, si c'est une vésicule de Clatrine, etc., etc. Donc là, ici, c'est tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année, tout ce qui est en rapport avec le système endomembranaire. Endocytose, exocytose, transport par les vésicules. Ici, on peut imaginer le cytosquelette qui transporte le vésicule, le cytosquelette qu'on reverra la prochaine fois. Et ici, vous voyez que le système endomembranaire est très présent dans tous ces flux-là. Donc ça, c'est des trucs classiques que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle une sécrétion exocrine. Okay, on sort à l'extérieur, exocrine, dans le milieu extérieur. À ne surtout pas confondre avec la sécrétion endocrine. Endocrine, c'est via le sang. La sécrétion endocrine, c'est via la matrice extracellulaire. Faites attention à ce vocabulaire. Souvent, vous pensez que la matrice extracellulaire, c'est la sécrétion exocrine. Non, la matrice extracellulaire, c'est la sécrétion. La matrice extracellulaire, c'est endocrine, au milieu intérieur. Ok, donc ça, vous connaissez tout ça. Le NO, vous le connaissez. Le NO, c'est quoi? C'est le monoxyde d'azote, lui qui diffuse. Il n'a pas besoin ni de récepteurs, ni de perméase, ni de rien du tout. Il diffuse à travers la cellule et il est fabriqué par la NO-synthase. Je vous rappelle que la NO-synthase, elle est dans les radolipidies, vous vous souvenez. Ok, mais cette NO, ce NO, on va le revoir. Dans le vocabulaire, vous voyez ce que c'est une transcytose. Une transcytose, c'est quand ça traverse la cellule de bord en bord. Exocytose ici, la vésicule qui est ici, et qui sort après en exocytose. Donc endocytose plus exocytose, ça fait la transcytose. Et enfin, deux dernières choses. Il y a différentes sécrétions endocrines, on vient de le dire, ce qui passe par le sang. Autocrine,
donc de la cellule vers elle-même. Ok, il peut avoir ici une production de protéines qui va sortir et qui va choper des trucs et qui va revenir vers elle-même. Ok, et paracrine d'une cellule vers une autre cellule. Ok, c'est des sécrétions, c'est des différentes sécrétions qu'on peut avoir à ce niveau-là. Donc endocrine ici, autocrine et paracrine. Ok, et là, je vais vous demander votre attention parce que je veux que vous compreniez bien les choses et que vous arriviez à faire le lien entre les schémas. C'est très important. Le moment le plus important du cours. Vous souvenez ici, hormone stéroïde? Ok. Cet hormone stéroïde, on avait dit quoi? On avait vu le chapitre 5. Alors, vous êtes là. Ok, on va faire un jeu. Vous êtes là sur ce schéma. C'est la première fois que vous voyez ce schéma. Vous êtes là tranquille. Vous voyez qu'il y a une protéine, il y a quelque chose qui provient du cytosol, qui sort par une perméase et qui va dans la matrice extracellulaire. Et en plus, qui passe par ce qu'on appelle la perméase ABC. Alors, dans votre tête, ça doit faire tilt. C'est quoi ce tilt? On va revoir ensemble. C'est le schéma qu'on a vu la dernière fois sur la mitochondrie. Je suis désolé, hein, je suis très ému, mais c'est exactement ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Quand vous voyez... Alors, attends, où j'y suis là? Non. Quand vous voyez ça, une hormone en plus stéroïde qui passe par une perméase ABC et qui provient du cytosol, ça doit tout de suite vous faire penser à ça. C'est l'hormone, l'œstrogène, l'androgène, progestérol, aldostérone, qui provient du cholestérol, qui lorsqu'elle va sortir, sort par une perméase ABC. Et qu'est-ce qu'elle va faire après la perméase ABC? Elle va aller voir notre ami le sang. Ça, c'est ce qu'on appelle la sécrétion endocrine. Donc ici, dans le cytosol, on peut vous poser des questions. On peut dire le précurseur de ça, eh ben, c'est le cholestérol. Ben, vous êtes censé maintenant savoir que c'est vrai. Okay, ici, on peut vous dire, voilà, il y a cette protéine-là a eu un contact avec le cytochrome P450 qu'on a vu ici. Ok, eh ben, effectivement, c'est vrai. Le cytochrome P450 qui est ici, ok, qui a eu été en contact pour que l'hormone stéroïde se forme bien et pour qu'elle sorte. Voilà, c'est ce genre de travail que j'attends de vous. Ok, donc ça, c'est très important. Et enfin, je vais finir sur ça aujourd'hui. Il y a un nouveau phénomène qui s'appelle l'apocrinie, ici que vous voyez ici. Alors l'apocrinie, c'est particulier. Pareil, hein, vous êtes très intelligent. Quand vous ne savez pas ce que c'est l'apocrinie, vous allez dans le glossaire. Alors, pour ceux qui ont le glossaire, directement, ben, c'est intéressant d'y aller directement. Je ne sais pas s'il y est, mais s'il n'y est pas, c'est une erreur. Apocrinie. Alors, attends. Il n'y est pas. Comment ça, il n'y est pas? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors, il n'y est Oui. pas. Eh ben, je vais me flageller. Vous voyez que c'est les aléas du direct. Alors, l'apocrinie, c'est très simple. Bon, je vous mettrai la définition. L'apocrinie, c'est très simple. Regardez le schéma. L'apocrinie, c'est en fait un mixte. Alors, je vous répète, une protéine qui est dans le cytosol, elle ne peut pas aller à l'extérieur. OK? Puisque pour sortir vers l'extérieur, je suis dans un monde différent. Soit je suis une protéine du cytosol, soit je suis une protéine du système endomembranaire. Donc, une protéine du cytosol ne peut pas passer dans la matrice extracellulaire, même à l'extérieur là, sans qu'elle ait subi une endocytose avec une vésicule, classiquement. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Donc, une particule cytosolique, elle ne peut pas aller dans le cytosol, dans la matrice extracellulaire ou dans le milieu extérieur ici, toute seule. Donc, en gros, il y a un phénomène qui lui permet de faire ça quand même. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'apocrinie. C'est quoi ce phénomène d'apocrinie? C'est lorsqu'une particule du cytosol, qui peut être une protéine, on va voir comment, et on va voir tout à l'heure un exemple, peut, grâce à une déformation de membrane qui est ici, peut aboutir dans le milieu ici extérieur. Ça peut être pas forcément là, ça peut être aussi ici, dans le milieu basolatéral, qu'on va voir de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apocrinie. C'est un mélange entre
une sécrétion du cytosolique classique et une exocytose. Ok? Alors, c'est pas clair pour vous, je comprends. Et on va voir un exemple. Ce schéma est à apprendre parfaitement. Pas évident à comprendre, et je vais vous l'expliquer aujourd'hui, et je vous mettrai un petit texte qui va bien vous le résumer. Chapitre 3, je ne vous l'avais pas mis d'ailleurs sur le site, sur le truc, je vais vous mettre maintenant sur le site. Hein, il sera aussi sur le site. Alors, très important. Ce schéma vous montre la capacité à un virus de sortir de la cellule. Alors, le virus, on avait parlé la dernière fois. On avait dit qu'un cellule, comment il rentre dans la cellule? On avait vu comment il rentrait dans la cellule et on avait vu comment la cellule était capable de se défendre grâce à MAVS. Vous vous souvenez de tout ça? Normalement, c'est le dernier cours qu'on avait vu dans le chapitre 5 ou chapitre 4, c'est un des deux chapitres, un des deux schémas. On avait vu le virus qui rentrait par endocytose ou par fusion et comment MAVS activait le NF-kappa B pour se défendre. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de vous montrer en fait comment ce virus, après être allé dans le génome, comment il va sortir. Alors, il va utiliser un stratagème, le virus. C'est quoi ce stratagème? C'est qu'il va utiliser deux étapes distinctes. Première étape, il va envoyer des glycoprotéines de l'enveloppe virale. Ici, il va envoyer, première étape, c'est le système endomembranaire qui va s'en occuper. Il va envoyer par le flux vectoriel membranaire et permanent une glycoprotéine à un domaine transmembranaire qui va être adressé vers, mot magique, les radolipidiques. Donc je répète, première étape du virus, il va envoyer des glycoprotéines virales. Il va envoyer où? Pas n'importe où, vers les radolipidiques pour former un espèce de coussin ici. Un espèce de repère, un espèce d'endroit qui va être l'endroit de sortie. Donc ici, première étape, l'enveloppe virale va envoyer, en tout cas le virus va envoyer ses propres glycoprotéines virales. Première étape. Donc ici, c'est la partie système endomembranaire qui va s'en occuper parce qu'il y a une exocytose classique vers les radolipidiques. Et donc, c'est ici les protéines que vous voyez, c'est ça. Okay, donc, c'est une protéine à un domaine transmembranaire. Mais c'est la glycoprotéine virale. Donc, c'est une glycoprotéine qui n'est pas la protéine de la cellule. Deuxième étape, c'est la capside virale, le génome viral, le virus qui va sortir. Le virus, il est à l'intérieur, il est protégé par une capside. Il va aller là et il va sortir par cet endroit-là où il y avait au niveau de ces radolipidiques, où il y avait cette glycoprotéine virale, et il va sortir par une déformation de membrane. Il va pouvoir aller à l'extérieur, donc bourgeonnement par apocrinie, et pour infecter une autre cellule. Il va aller dans une autre, et puis dans une autre, dans une autre, dans une autre, dans une autre. Okay, donc, d'où l'importance du mécanisme de défense qu'on avait parlé la dernière fois, qui va court-circuiter ces étapes-là. Et donc là, il y a deux virus que vous connaissez, un qui s'appelle la grippe et un qui s'appelle la stomatite infectieuse. La grippe, pour le virus de la grippe, lui, il va sortir au pôle apical. Ça, il faut le savoir par cœur. Alors que le virus de la stomatite, lui, il va sortir au pôle basolatéral. Donc ici, quand vous voyez ici l'apocrinie, c'est pour ça que je vous dis qu'il peut être à deux endroits. Soit l'apocrinie se fait ici au pôle apical, ça sera le virus de la grippe. Soit ici, l'apocrinie, on peut l'imaginer au pôle basolatéral. Ça sera le virus de la stomatite. Donc ici, vous voyez, juste malgré oubliez maintenant la technique du schéma, il faut comprendre qu'est-ce que ce schéma veut nous faire comprendre. La dernière fois, on a vu l'entrée du virus. Maintenant, on voit la sortie du virus. L'entrée, ça se fait toujours par endocytose ou par fusion. La sortie se fait par apocrinie. D'accord? Il se fait par ce phénomène d'apocrinie qui se fait en deux étapes. D'abord exocytose. Donc, tout ce qui est système endomembranaire va envoyer les glycoprotéines virales. Et puis, deuxième étape, c'est le cytosol qui va envoyer sa capside et qui va faire envoyer le virus à l'extérieur de la cellule.
Ok, donc ça, ce schéma, je veux bien que vous le maîtrisiez. C'est très important de le voir. Donc ça, ce schéma, vous le regarderez tranquillement. C'est un résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début. C'est quand même important. Donc dans le chapitre 3, il y a vraiment 4 schémas, maximum 5 schémas à apprendre bien comme il faut. C'est pas grand-chose. Ok, voilà. Donc moi, j'en ai fini pour aujourd'hui au niveau de la BioC. Le programme de la semaine prochaine, euh, je crois qu'on avance très vite en fait. Le programme de la semaine prochaine, c'est qu'on va faire le chapitre 6, qui est très très court, et on va avoir des grosses notions du cytosquelette. Donc on va commencer à entamer le chapitre 7. Donc si je commence à faire le chapitre 7 au mois d'avril, je crois qu'on va au mois de juillet tout finir le bouquin, je crois. Donc, bon, après, il faut que vous maîtrisiez. Moi, j'aime bien avancer, mais il faut que vous aussi, vous teniez le coup et que vous maîtrisez. Donc, chaque fois, je vous laisse une semaine d'écart. Donc, la semaine prochaine, ça reprendra le rythme le mercredi à 13 h. Donc, il y aura pas de problème. Donc, voilà. Donc, je répète là, le travail que vous allez faire jusqu'à dimanche. Dimanche, cours de maths avec Monsieur Fernandez, à venir très, très nombreux et nombreuses. Et puis, voilà. OK, donc je vous envoie. Donc, je vais vous envoyer l'accès au site, les fiches, le cours qu'on a fait aujourd'hui, et je vous enverrai, j'essaierai de vous envoyer ce soir ou même vendredi matin au pire, les QCM. OK? Bon courage, merci à tous de votre participation et à très bientôt. Merci. Merci. Avec plaisir. Merci. Allez. Merci.